sauf pour pouvoir poser quelques questions à la fin quand même. Je vais commencer. Merci Monsieur Langlois. Bonsoir. Merci à tous d'être aussi nombreux pour cette conférence. Donc, merci aux amis du musée de l'imprimerie. Merci aux archives municipales de Lyon de nous accueillir ce soir. Donc, bienvenue pour cette conférence qui s'intitule La bague de George Sand ou les derniers secrets du bijou d'une passionnée de gemmes. Donc, lors de cette conférence, nous allons aborder beaucoup de sujets, à la fois de la gémologie, de la littérature, enfin beaucoup de choses. Donc avec Gérard, cette conférence, il y a deux grandes parties. On va évoquer l'intérêt de George Sand pour la minéralogie, pour les gemmes. Et puis la deuxième partie, il y a quelques temps, on a pu faire l'expertise, l'analyse gémologique plus exactement, de la bague de George Sand qui se trouve au musée de la vie romantique, qui était autrefois au musée du Carnavalet à Paris donc. Alors, voilà quelques éléments pour restituer George Sand dans son époque. Donc, Amantine Aurore Lucile Dupin, baronne du Devant. Donc, on retrouve les principales dates, naissance 1804, mort 1878. Donc, on a remis un certain nombre d'œuvres. Nous, on va surtout s'intéresser à deux œuvres, c'est-à-dire Voyage dans le cristal, on est en 1864. On évoquera aussi Valvèdre en 1861, et puis un autre ouvrage qui est important par rapport à notre analyse gémologique, c'est-à-dire l'histoire de sa vie. Par rapport à ça, vous avez un certain nombre de références scientifiques, René Just à lui, mais ça, Gérard l'évoquera beaucoup mieux que moi. Alors, George Sand s'intéresse à l'histoire naturelle et particulièrement à la minéralogie, avec son fils Maurice. Et on a retrouvé un certain nombre d'écrits qui nous précisent tout ça. Ainsi, en 1857, elle écrit « Ma toquade actuelle serait d'apprendre la minéralogie ». Plus loin, en 1859, on a également retrouvé ses écrits. Elle nous dit « Ah, si j'avais le temps, quelle rage j'aurais pour la géologie et la minéralogie. Mais il faut faire des romans. » Alors, on voit tout ça dans un de ses ouvrages déjà, c'est Vallerède, on est en 1861, et on voit un certain nombre de références aux gemmes et aux pierres précieuses, et qu'elle évoque de manière assez précise, et ça sera encore plus précis dans son prochain ouvrage, c'est-à-dire Voyage dans le cristal. Donc vous le voyez, monsieur prétend que toutes les femmes se connaissent en pierres précieuses parce qu'elles les aiment passionnément, et j'ai bien promis de m'en rapporter à votre arbitrage. Voilà, deuxième paragraphe. C'est bon, vous arrivez à lire à peu près, non? C'est bon pour tout le monde. Elle évoque notamment un gros diamant. Alors, on a recherché également dans ses écrits, et on se rend compte qu'en 1862, elle va se rendre au Muséum national d'histoire naturelle, naturellement à Paris, où elle rencontre notamment cette personne. Il s'agit d'Auguste Daubré, donc inspecteur général des mines, à la fois géologue et minéralogiste, professeur à la faculté des sciences, et il sera également directeur de l'école des mines. Donc, George Sand rencontre cette personne. Elle rencontre également un autre géologue, également botaniste, Charles d'Orbigny. Et là, on a retrouvé des écrits. Elle note « J'ai une carte d'entrée pour tous les musées d'histoire naturelle et à toute heure. Je vais me payer ça souvent. » Et c'est là qu'on peut trouver un peu le début du sujet du roman Voyage dans le cristal. Et là, on a retrouvé également des écrits. Et elle dit à son fils, dans une de ses lettres, « Je te recommande, quand tu iras, la géode d'améthyste, d'où j'ai tiré l'idée de mon conte fantastique. » Donc ça, l'histoire de ce conte, c'est naturellement Laura Voyage dans le cristal. Voilà, c'est ce livre-là. Donc, il est paru comme souvent à l'époque, sous forme de feuilleton. Enfin, pas. Là, ça a été deux éditions. Donc, ça a été écrit en 1863. Elle a d'abord nommé Géode. Là, on voit la relation avec l'expérience qu'elle a eue au sein du musée d'histoire naturelle. Puis, elle a changé le titre Cristal. Et puis, ça deviendra Voyage dans le cristal.
Donc tout ça paraît au sein de la revue des Deux Mondes à l'époque, tout ça en 1864. Et les lecteurs ont pu le retrouver dans cette revue. Mais comme elle avait déjà beaucoup de succès, eh bien, il y a eu des versions non autorisées qui sont parues. Donc j'ai amené, alors c'est peut-être pas évident de le voir pour tout le monde, il y a eu des versions non autorisées par l'auteur. Donc c'est ça, c'est extrêmement rare. Donc c'est des copies, hein, comme voilà, on peut peut-être, ça peut peut-être sans doute encore exister. Donc c'est une copie qui a été faite, non autorisée. Et ça date de 1864. Donc vous avez déjà un roman qui est paru. Donc l'édition, la véritable édition originale paraît un petit peu plus tard, en 1865, chez Michel Lévry Frères, c'est ça. Donc c'est cet ouvrage. Donc on va naturellement, cette conférence c'est un peu le prélude à cette exposition qui s'intitulera Bijoux, bijoux. Donc vous avez, voilà, ça c'est l'édition originale qui est extrêmement rare, qui date de 1865. Après, il y a eu bon nombre d'éditions, mais ce livre a été injustement oublié après la mort de la romancière et a été redécouvert véritablement dans les années 1970 pour ses qualités littéraires. Aujourd'hui, ça figure au sein de la Pléiade. Il y a une édition de 2019. Et il a été vraiment redécouvert, et notamment par les fans, outre les fans de gémologie, de gemmes, de pierres précieuses, mais également les fans de science-fiction. Hein. Donc, quelques mots sur cet ouvrage. Ça débute en Allemagne, dans la boutique d'un certain Alexis Hartz, qui est naturaliste. Et le narrateur malheureusement casse une géode, et le marchand va lui raconter son histoire quand il était jeune étudiant. À ce moment-là, il travaillait chez son oncle et il tombe amoureux de sa cousine Laura. Malheureusement, il est un peu délaissé et il entrevoit une sorte de pays merveilleux, un voyage donc dans le cristal. Je vous laisse découvrir après tout ça. En tout cas, ça tient plus du conte qu'autre chose. Et on voit des références à un autre auteur, mais je vais les laisser à Gérard la parole. Et notamment, voilà, donc ça c'est l'édition de 1865, l'édition originale. Voilà, exactement, c'est celui que j'ai apporté ici. Et voilà, donc je te laisse, vous avez une citation très poétique, notamment concernant l'opale. Alors, en effet, pour continuer simplement, en effet, on voit dans cet ouvrage qu'elle fait référence à de très nombreuses pierres. Autrement dit, ça montre bien que quand elle visite un musée, eh bien, elle s'inspire véritablement de tout ce qui est exposé, et elle fait référence à, j'ai listé ici en jaune, voici loin les vallées où la sardoine couleur d'ambre s'arrondit en collines puissantes, tandis qu'une chaîne d'hyacinthe d'un rouge sombre et luisant complète l'illusion d'un incommensurable embrasement. Donc on reconnaît le style un petit peu imagé de George Sand, et elle fait référence à toutes ces pierres, sardoine, hyacinthe, opale, turquoise, lazulite, lapis veiné d'or. Or, les minéralogistes sauront que le lapis n'est jamais veiné d'or, mais bien de pyrite, qui est donc un sulfure de fer et non pas de l'or. Mais en effet, on comprend donc en effet qu'elle n'est qu'une amatrice de pierre, et qu'elle est plus impressionnée par les couleurs, par les formes, que véritablement par la connaissance scientifique. Mais on va voir que ça va des fois un peu plus loin. La labradorite, l'aventurine et almandie, qu'on appellera plutôt almandin, qui est donc un grenat. Et vous avez différentes représentations de cet ouvrage, avec les différentes publications qui ont pu avoir lieu, de Laura ou Le voyage dans le cristal.
Toujours dans le même ouvrage, elle fait référence encore une fois à ces pierres précieuses. Vous voyez qu'elle s'en inspire. Sous la croûte de verre s'ouvrait un océan de stalagmites colossales, violettes, roses, bleues, vertes, blanches et transparentes, comme l'améthyste, comme le rubis, le saphir, le béryl et le diamant. La grande excavation polaire rêvée par mon oncle était effectivement une géode tapissée de cristaux étincelants, et cette géode avait une étendue souterraine incalculable. On retrouve un petit peu donc ces pierres précieuses, ces pierres gemmes, c'est plutôt le terme qu'on utilisera aujourd'hui, et que l'on continue à voir dans cette autre édition. Gemme, encore une fois, gemme colossale. Autrement dit, elle voit des pierres exposées qui ont d'une dimension pluricentimétrique ou pluridécimétrique, on va dire, dans le musée. Et puis elle, eh bien, brode là-dessus pour en faire un monde microscopique ou au contraire géant à l'intérieur duquel eh bien, l'esprit littéraire peut s'aventurer. On retrouve encore une fois toujours les termes couramment utilisés, le rubis, le saphir, le béryl, et également la silice, et toutes ces riches cristallisations de la silice combinée à l'alumine. Donc là, elle fait plutôt appel à des termes plutôt géochimiques que minéralogiques véritablement, sachant qu'en effet la silice et l'alumine ou l'aluminium sont les éléments les plus courants rencontrés à la surface du globe, avec l'oxygène bien entendu. Et c'est en effet à cette période-là qu'il y a des analyses à la fois chimiques et à la fois minéralogiques, à la fois cristallographiques qui sont faites sur les minéraux. Donc on voit que ces écrits suivent véritablement ce qu'elle apprend pratiquement au jour le jour pendant ces années, aux alentours des années 1860. Toujours dans le même ouvrage, vous voyez qu'il y a énormément de références au monde minéral. Le cristal vois-tu, et par cristal j'entends toute substance minéralogique bien et dûment cristallisée. Et vous voyez qu'elle utilise le terme de cristallisation, vitrification, encore une fois cristallisation, et elle parle également de la cristallisation et selon vous, l'action par laquelle les molécules intégrantes d'un minéral se réunissent après avoir été dissoutes dans un fluide. Alors là, elle fait appel à une expression qui a été découverte, ou qui a été, pas découverte, mais qui a été utilisée, qui a été créée à cette époque, de molécules intégrantes, et on va voir un petit peu en quoi ça consiste, ces molécules intégrantes. Et puis elle parle encore une fois de « moi j'admets l'ignition du monde primitif, mais si je t'accorde l'existence d'un foyer encore actif, je déclare qu'il brûle au centre d'un diamant qui est le noyau de la planète ». Donc c'est véritablement, on va le voir, des choses qui sont découvertes ou qui sont des hypothèses qui sont apportées à cette période-là. Donc je reviens sur la notion de molécule intégrante. Donc on est en 1864, et vous voyez qu'en effet en 1822, René Juste Haüy, donc qui est un des premiers cristallographes, on va dire, et qui va faire un traité de cristallographie qui est déposé d'ailleurs à la Bibliothèque universitaire de Lyon, à la Doua, et dont l'original est sur place, et où en effet René Juste Haüy est le premier qui va faire appel à cette notion de molécule intégrante. En effet, qu'est-ce qu'il a observé? C'est qu'il y a certains cristaux, lorsqu'on les brise ou lorsqu'ils sont brisés, eh bien, les fragments vont garder la forme originale du cristal de départ, et ceci à des échelles de plus en plus petites. C'est ce qui va l'amener à penser qu'il existe une molécule, une forme primitive intégrante, c'est comme ça qu'il va l'appeler, qu'aujourd'hui on appellera tout simplement la maille élémentaire, c'est-à-dire le plus petit volume qui va respecter la composition chimique du minéral et qui garde les caractéristiques optiques, physiques, et qui contient les atomes nécessaires pour constituer justement dans les 3 dimensions eh bien, le cristal lui-même.
Donc vous avez tous déjà vu des trémies de sel, hein, donc c'est le cas ici, qui appartiennent au système cubique. Donc ces trémies de sel, si vous les regardez à la loupe, si vous faites évaporer du sel dissous dans de l'eau et vous laissez s'évaporer l'eau, vous allez voir des petits cristaux qui se forment, ou même du gros sel, hein, il suffit d'observer du gros sel, et bien vous allez voir ces petites formes-là. Et on voit ici en effet, on a une forme subcubique et puis qu'il y a des petites marches d'escalier qui sont constituées elles-mêmes de petits cubes. Et c'est ça, cette notion de molécule intégrante, et encore une fois, qui a amené à la notion de maille élémentaire. Alors, ce même René Just Haüy, un peu avant, en 1817, eh bien, va faire publier un traité des caractéristiques physiques des pierres précieuses, donc un ouvrage dédié aux pierres précieuses, où il va lister les caractéristiques électriques, magnétiques, optiques, et également parler de la couleur, de la densité, de la dureté, de la réfraction, et de la densité, de la dureté de ces minéraux particuliers, c'est-à-dire minéraux qui ont à la fois une taille suffisante pour pouvoir être facettés, pour pouvoir être taillés, pour en faire des bijoux, et également qui ont une couleur suffisamment attractive pour en faire un objet commercial, si vous voulez. Donc véritablement, on voit qu'il y a pratiquement d'année en année un intérêt de George Sand pour ces notions cristallographiques de l'époque. C'est également à cette époque-là, 1863, vous voyez à la même époque, que paraît le livre de Louis Figuier, La Terre avant le déluge, où apparaissent les premières notions de stratigraphie, où vous avez ici une coupe qui vous pour montrer les étages stratigraphiques sédimentaires, des roches sédimentaires les plus anciennes jusqu'aux plus récentes, avec également donc des zones où il pourrait y avoir des champs magmatiques, et ce magma traverserait les domaines sédimentaires et constituerait les volcans, bien entendu, qui peuvent apparaître à la surface. Autrement dit, l'idée de cavité particulière qui pourrait exister sur Terre, remplie de magma ou pas. Et c'est véritablement à partir de ces notions-là que George Sand va broder pour en faire une espèce de conte imaginaire, subphilosophique, si vous voulez. Et puis apparaît en 1864, donc la même année que la publication de Laura ou Le voyage dans le cristal, paraît Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Et il y a des spécialistes de la littérature qui ont fait des comparaisons entre ces deux ouvrages et qui ont noté en effet qu'il y avait des grandes similitudes, en tout cas des grandes similitudes d'inspiration. Et eh bien, on ne sait pas, c'est toujours d'actualité, on ne sait toujours pas si c'est Jules Verne qui a copié sur George Sand ou le contraire. Voilà, selon les analystes, eh bien, les hypothèses sont variées. En tout cas, vous voyez ici donc cette planche numéro 30 qui illustre le voyage au centre de la Terre, où un des personnages s'imaginent voyager à travers un diamant. Donc vous voyez des grandes similitudes. Encore une fois, on voit ici une espèce d'une géode, et puis bien entendu, pour ceux qui ont vu le film, ceux qui ont lu l'ouvrage, avec des personnages qui arrivent dans des cavités énormes avec des cristaux géants d'ailleurs que vous pouvez voir au Muséum d'histoire naturelle de Paris, hein, où il y a une exposition spécialement dédiée à ces cristaux géants. Mais là, c'est plus que géant, c'est gigantissime, on va dire. Donc encore une fois, ça reste encore une incertitude, ou alors tout simplement le hasard fait que ces deux auteurs eh bien, se sont intéressés à ce monde imaginaire et s'en sont inspirés. Il se trouve qu'on m'a remis un jour un ouvrage ça s'appelle Les pierres, esquisses minéralogiques, paru en 1869, donc vous voyez 5 ans après la parution de Laura ou Le voyage dans le cristal, et en le feuilletant, en le lisant tout simplement, je vois qu'en première page, il y a une dédicace, donc c'est un ouvrage de Louis Simonin,
Et il y a une dédicace à George Sand. Donc de voir un ouvrage de minéralogie dédicacé, pas dédicacé, avec une exergue, en exergue, une dédicace, ou tout du moins comment dire ça, un hommage à George Sand, qui dans plusieurs de ses immortels ouvrages a rendu aux sciences naturelles un hommage dont elles lui sont reconnaissantes. Il se trouve, je crois que toi tu as le même ouvrage. Oui. Donc c'est trouvé alors. Avec un envoi autographe de l'auteur. Oui. Ah, voilà. Donc en plus, c'est comme dans ces anciens ouvrages, vous qui êtes des amateurs, vous avez les planches qui sont peintes, et puis vous avez un feuillet de protection en papier, comment on va appeler ça, papier cristal, exactement, c'est le cas de le dire, papier cristal, pour protéger justement ces planches, où là, il y a donc une des planches qui concerne les pierres précieuses, le diamant, le saphir, les rubis, améthyste, émeraude, grenat, chrysoprase, topaze, tourmaline, cristal de roche et péridot. Donc on a les formes brutes, non taillées, de ces pierres précieuses. Donc voilà tout simplement pour ce qu'il en est de ces choses-là. Je crois que c'est toi qui prends la suite. Merci Gérard. Donc on va passer maintenant à l'analyse gémologique de cette fameuse bague, la bague de George Sand que vous avez pu apercevoir sur les dossiers de communication. Je vais reprendre le petit... Voilà, on va passer à la diapositive suivante qui illustre le début de cette partie. Pour remettre quelques éléments de contexte, donc avec Gérard, ça fait maintenant peut-être une dizaine d'années qu'on s'intéresse aux objets du patrimoine, et enfin dans mon cas plus précisément aux bijoux, donc on a une certaine expérience maintenant dans ce domaine-là. On a commencé notamment par une des pièces des joyaux de la couronne de France, le grand saphir de Louis XIV. Après, on a eu un certain nombre de choses, notamment il a été évoqué en début de la conférence, on a eu l'occasion de faire l'analyse gémologique de la couronne de Fourvière, qui a malheureusement été volée et à ce jour non retrouvée. On a passé beaucoup de temps sur le talisman de Charlemagne également. Récemment, on était au Louvre pour le livre d'heures. Voilà, en fait, c'est dans ce contexte-là. Donc, concernant notre sujet, cette fameuse bague est évoquée dans cet ouvrage-là, qui date il a été publié en fait en 1854 et 1855. Et cette étude gémologique a permis de livrer un certain nombre de secrets. Donc c'est ce qu'on va vous dévoiler par la suite. En tout cas, voilà, dévoiler des secrets du bijou de cette figure emblématique qui est George Sand. Quelques mots concernant cette bague, donc que ça soit beaucoup plus parlant. Voilà, c'est cette bague-là. Oui, on va y revenir également à l'écrit. Donc, c'est là pour illustrer cette bague-là. Elle a été léguée en 1923 par la petite-fille de George Sand. Elle se retrouvait sans héritier. Elle lègue un certain nombre de choses au musée Carnavalet à Paris. Donc, c'est qu'une partie des collections du château de Nohant. Elle a légué près de 170 objets, pas forcément des bijoux. Il y avait également des tableaux, des meubles, voilà. Enfin, tout ça va rester près de 30 ans au musée Carnavalet. En 1987 est créé le musée de la vie romantique à Paris, dans le 9e arrondissement. Donc tout ça est conservé au sein de ce musée dans un goût romantique. Et vous avez la collection dans la salle George Sand. Alors l'intérêt de cette bague, c'est qu'elle l'évoque notamment, et je reviens à la diapositive précédente, elle est évoquée dans cet ouvrage « Histoire de ma vie ». Et qu'est-ce qu'elle dit ? Ma mère, qui m'a raconté cette première aventure de ma vie, m'a dit que lorsque mon père me ramena auprès d'elle, j'avais dans les mains une belle bague avec un gros rubis, donc on insiste avec un gros rubis, que ma bonne maman avait détaché de son doigt en me chargeant de la remettre à celui de ma mère, ce que mon père me fit observer religieusement. Donc on voit déjà l'importance de cette bague dans la famille de George Sand. Donc elle a été mise au doigt par sa grand-mère Marie-Aurore de Saxe en guise de cadeau de réconciliation. Tout ça destiné à la mère de George Sand, Victoire de Laborde.
Alors, pour bien comprendre tout ça, son père, le père de George Sand, Maurice Dupin de Franqueuil, s'était marié contre l'avis de sa mère. Voilà, donc avec Victoire de la Borde d'origine roturière. Voilà toute l'histoire. Et dans ce texte, on parle d'une bague avec un gros rubis. Donc revenons à notre diapositive. Donc c'est bien cette bague. Il y a eu plusieurs analyses, enfin peut-être pas analyse, description de cette bague. Et ça commence dans les années 50. Nous avons retrouvé un bulletin du musée Carnavalet de décembre 1954. Et là, cette bague, on nous présente la gemme centrale comme un rubis clair, entouré de diamants. On a une mention d'analyse par l'Office national des pierres précieuses. On n'a pas la date exacte, peut-être dans les années 30. On a été un petit peu plus loin et on a poussé nos recherches et on a trouvé quand même un document très intéressant qui est le contrat de mariage entre Louis Dupin de Franqueuil et Marie-Aurore de Saxe, donc rédigé en 1777. Et là, on évoque un rubis entouré de brillants jaunes. Voilà. Ce bijou a été notamment présenté dans une exposition, là on l'a un petit peu oublié, c'est une très importante exposition, 10 siècles de joaillerie qui a vraiment marqué son époque, puisque c'était au musée du Louvre. Et on a l'ouvrage de l'époque. Dans cette exposition était même présenté le fameux diamant bleu, qui est aujourd'hui au Smithsonian, le fameux Hop, qui a été volé, on ne va pas revenir sur son histoire, qui est bien connue et qui a fait l'objet de multiples travaux, notamment de la part de François Farge. Donc à l'époque, le diamant bleu était bien dans cette exposition. Et là, on retrouve cette bague-là. Et qu'est-ce qu'on nous dit dans les années 60 ? Eh bien, on nous parle d'une bague en or ornée d'un rubis entouré de brillants. Donc on a ces éléments historiques. Donc on évoque un rubis. On a des identifications un petit peu plus récentes quand même qui évoquent un saphir incolore sous fond rosé. Donc on a ce questionnement. Et voilà, donc les analyses vont permettre de déterminer la naturelle de cette pierre. Et puis je vais laisser sur ce point-là Gérard vous présenter ces éléments. Alors, juste pour compléter, vous avez remarqué qu'en effet, dans son coffret, de présentation, écran de présentation qui est sans doute pas, qui est plutôt tardif. Vous voyez que la bague est présentée dans son allongement, vous voyez, de la pierre, alors qu'en fait, elle se porte en travers, c'est-à-dire non pas dans l'allongement des doigts, mais perpendiculaire à l'allongement des doigts. C'est juste pour préciser. Ça, c'est la main d'une de mes étudiantes qui était venue avec nous faire l'expertise et qui donc s'est permis d'essayer la bague de George Sand. Mais ça nous permet de bien voir comment elle se mettait. Alors donc voilà, il y a donc quelques temps, on s'est présenté, vous voyez, avec un certain nombre de valises et un certain nombre d'appareils pour pouvoir justement expertiser non seulement cette bague, mais plus d'autres objets qui étaient présents au musée de la vie romantique à Paris. Alors vous voyez, c'est toute cette mesure qui a été faite sur à peu près une petite journée où on a pu mener. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a expertisé un bijou ancien ? Bien entendu, c'est de l'observer et évidemment, on ne va pas pouvoir, comme ce qui serait le plus facile, ce serait d'avoir une pierre non montée, c'est-à-dire non sertie. Mais évidemment, on ne peut pas la dessertir. On n'a pas proposé ça, évidemment. Donc, c'est essayer de l'observer au mieux. Si on voit ici une photo de Geoffrey en train de l'observer à la loupe x10 et d'essayer de voir un petit peu les imperfections, les inclusions éventuellement présentes, plus certaines caractéristiques. On peut également, de façon sans démonter les pierres, utiliser un appareil qu'on appelle un réfractomètre et qui permet de mesurer donc l'indice de réfraction qui est en général caractéristique d'un type de pierre-gemme, donc d'un minéral particulier. Et puis on a également à disposition un testeur diamant, donc qui est ce qu'on appelle un thermoconductimètre, qui est basé sur la conductivité thermique et électrique, utilisé pour les diamants.
pour savoir véritablement si ce sont des vrais diamants ou pas des vrais diamants. Donc c'est ce que vos bijoutiers éventuellement peuvent avoir dans certains cas à disposition. Donc ça c'est ce qu'on va appeler un peu de la gémologie conventionnelle. Et puis on peut faire de la gémologie un peu plus sophistiquée, gémologie plus scientifique. Alors une fois qu'on a observé, photographié la pierre en lumière blanche, c'est-à-dire en lumière équivalente et lumière solaire, eh bien on peut l'exposer aux ultraviolets et en général c'est assez informatif. Et ce que l'on voit ici, c'est que la pierre en effet apparaît bien légèrement rouge, avec cependant une dispersion de cette couleur rouge à l'intérieur. Ça c'est donc de la fluorescence de la pierre, puisque normalement tout devrait éteindre. Vous voyez que le fond est totalement noir, donc là c'est bien de la fluorescence de la pierre centrale. Et vous voyez que certaines des pierres autour également fluorescent en bleu vif, intense, ou des fois un peu moins. Et puis, il y a une autre longueur d'onde d'excitation, 254 nanomètres. Ça, c'est des longueurs d'onde qui sont en dessous du bleu, donc ultraviolet, que vous connaissez dans la lumière solaire. Mais là, on a des lampes spéciales avec des UV longs ou des UV courts. Et là, on voit qu'en effet, un certain nombre de ces pierres fluorescent, ce qui est une indication, sans doute, que ce sont des diamants. Donc on est rassuré que ce qui est décrit. Mais encore une fois, lorsqu'on fait une expertise, il faut tout vérifier. On peut également, bien sûr, au niveau de l'observation, regarder ici la nature de la taille des pierres qui entourent donc la pierre rouge centrale. Et en effet, on voit bien leur couleur jaune, bien marquée. Et on remarque également ils ont une section qui est subrectangulaire et non pas une section ronde. Donc une section sphérique, pas sphérique, mais ronde, tout simplement, comme la taille brillante. Donc ce ne sont pas des pierres, des diamants de taille brillante, mais bien des diamants de taille ancienne, avec une section carrée à rectangulaire. C'est ce que l'on voit ici, sur ce petit schéma, section carrée ou rectangulaire. On peut noter également, alors ça c'est, il faudra, au cours de l'observation, on voit que la profondeur de la pierre, c'est-à-dire la hauteur de la pierre, est très importante, et également que la table est toute petite, ce que l'on appelle la partie plane qui est au-dessus de la pierre est toute petite. Ça c'est également une caractéristique. Et il y a une colette bien marquée, c'est-à-dire la petite facette qui est sur la partie basse de la pierre. Donc toutes ces caractéristiques montrent que ce sont bien des diamants, des pierres en tout cas taillées avec une taille ancienne, donc contemporain donc du bijou, tout simplement. Et puis on peut utiliser de la spectrométrie qu'on appelle de la spectrométrie vibrationnelle Raman. Pour cela, on utilise un laser continu, un petit peu comme mon pointeur que j'ai ici, et qui permet d'exciter les liaisons des atomes constituant la structure minérale de la gemme. Et ce spectre caractéristique, on l'a comparé avec un spectre de référence ici, correspond bien au spectre de référence du corindon. Donc on a parlé de rubis tout à l'heure, on a parlé de saphir, et là on parle de corindon. Alors le corindon, c'est tout simplement donc un matériau qui est constitué donc de formules Al2O3, donc qui est constitué uniquement d'aluminium et d'oxygène. Et chaque aluminium a comme voisin 6 oxygènes, c'est-à-dire qu'il a une coordinate 6, pour ceux à qui ça peut parler. Et c'est-à-dire qu'il va former une coordinance octaédrique. Et ces petits groupements ALO6 vont vibrer tout simplement à des modes de vibration caractéristiques de cette structure corindon. Alors corindon, certains ont déjà entendu ce mot-là. Non, pas vraiment. Oui, certains, oui, non. Alors vous en avez tous chez vous normalement, si vous êtes un peu bricoleur, parce que ce qu'on appelle le papier corindon, c'est le papier de verre. Donc le papier de verre, c'est pas du verre, véritablement, c'est pas des grains de verre qui sont collés sur du papier, c'est bien des cristaux de corindon. C'est un minéral qui est extrêmement dur et donc qui permet de tout poncer, le bois, le verre. D'ailleurs, attention de ne pas frotter du verre avec ça parce que ça raye tout, le métal, etc. Donc le corindon, c'est bien ça, c'est bien un oxyde d'aluminium. Et il se trouve que ce corindon, lorsqu'il contient du chrome, il va absorber dans toutes les longueurs d'onde, sauf dans le rouge, donc on va l'appeler un rubis.
Et quand il contient du fer ou du titane, eh bien, il va prendre une teinte bleue et on va l'appeler saphir. Donc vous voyez que corindon, rubis, saphir, c'est bien la même chose. Alors on est, encore une fois, vous voyez qu'on n'est pas très très loin de ce qui avait été donné comme description. Rubis, saphir, on va voir un petit peu ce qu'il en est. De plus, on a pu faire des analyses chimiques non destructives, c'est-à-dire qu'on a des appareils qui permettent de doser la quantité de chrome. On en voit très très peu ici, 40 ppm, hein, c'est des parties par million, où c'est extrêmement faible. Du fer, du titane extrêmement faible également. Autrement dit, ça, ce sont les ions qui vont être responsables de l'absorption et donc de la couleur de la gemme. Et puis on peut également faire des specs d'absorption, et voilà ici un spec d'absorption de la pierre centrale, et on voit qu'il y a une grande fenêtre de transmission plutôt dans le bleu, c'est-à-dire qu'on a plutôt affaire à un saphir bleuté. Donc, alors tout ce qui n'est pas rouge, tous les corindons qui ne sont pas rouges, on va les appeler des saphirs roses, orange, vert, ou saphir incolore, on va appeler ça un leucosaphir. Donc on a plutôt affaire dans ce cas-là à un saphir légèrement bleuté, leucosaphir bleuté. Et donc il ne s'agit en effet pas d'un rubis au sens propre du terme. Et quant aux variations de couleur à l'intérieur de la pierre, laisse penser, sans qu'on ait pu dessertir la pierre, qu'il y a sans doute sous la pierre un paillon, on appelle ça un paillon, c'est-à-dire une légère feuille de métal colorée, rouge, qui va augmenter la couleur de la pierre. C'est ce que vous pouvez voir ici sur cette représentation ici-là, où on voit ici cette feuille de métal qui est mise au fond du sertis pour augmenter la couleur de la pierre lorsqu'elle est trop pâle. On y est là. On y est. Donc vous voyez ici une petite photo donc, de notre visite au musée de la vie romantique, à côté donc de George Sand, du buste de George Sand. Ici, vous avez la pierre. C'est bien ta main qu'on voit là. Hein, donc, tiens George Sand par l'épaule. Et véritablement, voilà, ce que l'on peut dire, c'est qu'on a pu exclure le fait que ce soit une pierre qu'on appellerait rubis et que sa couleur rouge ne provient pas des éléments chimiques substitués au sein de ce minéral-là, et qu'on peut corriger, on va dire historiquement, ou le cartel présenté dans le musée, et qu'il ne s'agit pas d'un saphir incolore sur fond rose, ou tout du moins qu'on peut modifier légèrement, affiner cette notion de saphir incolore sur fond rose par saphir légèrement bleuté, monté sur paillon rouge, afin de donner l'illusion d'un rubis rouge vif. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Tu veux dire sur l'exposition ? Oui, donc on est à vos dispositions pour des questions, et cette conférence est un peu le prélude à une exposition qui se déroulera à l'automne 2022 qui s'intitule Bijoux, et comme on vous l'a indiqué en introduction, qui portera plus sur des documents liés aux gemmes et aux bijoux, documents et livres. Bien sûr, au musée de l'imprimerie. On a essayé de faire un peu court pour laisser justement du temps aux questions, en espérant qu'on puisse répondre à toutes les questions. Évidemment, il faut absolument que tu poses une question. Merci. Moi, je voulais demander, là, parler d'un paillon, mais est-ce qu'à la même époque, on n'a pas fait ce qu'on appelle des doublés, c'est-à-dire une petite pellicule, effectivement, de rubis fin, très fin, et dans un verre qui peut être un vrai verre, un morceau de verre, ou éventuellement un saphir blanc. Alors, c'est deux techniques différentes. Effectivement, c'est des choses qu'on utilisait à l'époque, doublé ou triplet. Peut-être Gérard pour la définition précise de tout ça.
Oui, non, il s'agit en effet pas, parce qu'on on recherche justement, on connaît cette histoire de doublet. Donc doublet, en effet, c'est un montage, hein, c'est des pierres on va appeler composites, où la partie supérieure de la pierre est composée de pierres fines et le dessous est du verre, tout simplement. Donc en effet, on regarde en général à la loupe, on arrive à voir la limite entre le verre, quand on a affaire à un doublet, entre le verre et la partie fine, ce qui n'est pas le cas de cette pierre-là. Pardon ? On peut le voir dans l'eau. Vous mettez Voilà, la bague ouais. dans l'eau et vous voyez la... On peut le voir dans l'eau, mais quand on a le coup d'œil, on peut aussi le voir à la loupe, si on sait ce qu'on cherche. Voilà, il faut savoir ce qu'on recherche. C'est pas son cas. Ça, c'est bien un saphir complet. Les paillons, c'est quelque chose qui bouge. Des paillons, c'est quelque chose qui peut bouger dans le paillon lui-même, c'est-à-dire la partie qu'on a mise, elle n'est pas stable en général. C'est-à-dire que si on mouille la bague ou si ça a été ouvert par inadvertance, ça peut disparaître. La couleur disparaît. Est-ce que c'est ça ? Oui. C'est ce qui arrive un peu, on voit. On voit que la couleur n'est pas uniforme. D'accord. Une question historique. J'ai vu au début de votre exposé que c'est la dauphine Marie-Joseph de Saxe. Ah, comme ça, c'est mieux. Oui, j'ai vu au début de votre exposé que c'est la dauphine Marie-Joseph de Saxe qui était dont Aurore était la demi-cousine adultérine qui l'avait offerte. Est-ce que cette bague faisait partie de la dot de Marie-Joseph de Saxe? Parce qu'on connaît la richesse de la Saxe à cette époque-là en bijoux et tout. Est-ce que ça faisait partie de sa dot? Est-ce qu'on peut reconnaître dans ce travail un travail de l'Allemagne de l'Est de cette époque-là? Alors, en termes de travail, nous, maintenant, en termes d'expertise, on a des indications, notamment par les poinçons. Donc, on arrive à tracer les choses. On a des indications avec le poinçon, notamment de maître, qui a pu le faire. Là, on n'a aucune indication. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas où cette bague a pu être faite à l'époque. Non. Non, on a bien regardé, hein, c'est une des premières choses qu'on regarde. Et quant au travail, c'est un travail caractéristique de l'époque qui n'est pas forcément lié à un pays. Donc on ne pourra pas, voilà, du moins sur cette question-là, non, on n'a pas la réponse précise. Et c'était qui là? Qui est-ce qui a demandé? La valeur? Pour ces pièces historiques, c'est très difficile. En fait, dans une expertise, c'est assez normé. On regarde dans les ventes aux enchères, combien ce type de pièce a pu faire. Mais quand vous avez un personnage historique, notre question, c'est quel est le multiple? Et vous avez vu, je ne sais pas si vous avez suivi, vous avez eu un bracelet de diamant de Marie-Antoinette. Je ne me rappelle plus le prix, des millions de... Voilà. Non, c'est extrêmement difficile de chiffrer ces pièces historiques. Autant on peut chiffrer des gemmes par rapport à un marché, savoir si la pierre est naturelle, ça c'est assez normé. Mais dès que c'est lié à des personnages historiques, c'est très 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 difficile. Non, mais on a ce questionnement pour des expositions, il faut chiffrer ça, et c'est très délicat pour nous. Voilà, quel est le multiple? Pour les assurances, pardon, pour les assurances. Ouais, naturellement. Mais vous avez prévenu Georges Sand de vos résultats, non? Mince, on a oublié. Vous avez informé Georges Sand de vos résultats, il doit se retourner. Vous n'avez pas parlé de la taille. Non, je ne prends pas le micro. Vous n'avez pas parlé de la taille Si. du saphir et des diamants. Si. Les diamants, oui. Non, de la taille, je veux dire par là, de la grosseur, de la dimension. Alors, on va la retrouver. Si, alors on l'a estimé, parce qu'on on a fait quand même un résumé. On arrive par les dimensions à l'estimer. Je l'ai plus en tête. Par contre, 5,80 non, ou 3,80. J'ai plus en tête, Cara. J'ai plus en tête. Elle a été estimée en tout cas. Je l'ai plus. On l'a fait. On pourra vous dire ça plus tard. Mais dans le cadre de notre expertise, ça a été fait.
Est-ce que c'est le musée qui a commandité cette expertise ou est-ce que c'est à votre initiative? Qui a pris cette initiative? Et entre les deux, vous dites que vous avez corrigé la première hypothèse récente. La première hypothèse récente avait été posée par une autre équipe. Deux choses. Ça a été fait notamment dans le cadre du DU de gébologie, donc avec une étudiante que vous avez pu voir. Donc ça a été une demande qui a été acceptée par l'administration du musée. Et les précédentes interprétations ont été uniquement faites en gémologie conventionnelle. Il n'y a pas eu d'analyse de laboratoire comme nous, on a pu le faire. On peut connaître l'origine géographique de la pierre? Alors, on pourrait émettre un certain nombre d'hypothèses qui vont se baser à la fois sur ce que l'on sait des gisements historiques à l'époque, en activité, en exploitation, et puis également basé sur des caractéristiques chimiques, mais non pas des éléments majeurs. Comme je vous ai dit, un corindon, c'est de l'aluminium et de l'oxygène. Or, à chaque expertise, on affine un petit peu et on sait de mieux en mieux faire ce type d'identification. La plupart des rubis de cette époque-là proviennent de Myanmar, c'est-à-dire de Birmanie, Mogok, même du gisement de Mogok en Birmanie. Ça, c'est une hypothèse plutôt... Pouvoir faire une hypothèse plus assurée à partir des analyses chimiques des éléments qu'on va appeler des éléments traces, c'est-à-dire des éléments qui sont présents en très faible concentration, eh bien, il faut des spectromètres, de fluorescence X qu'on a acquis après cette expertise-là. Donc, on n'a pas pu véritablement conduire cette mesure autant qu'on l'aurait voulu. Par contre, ce travail-là, on l'a fait sur le livre d'heures de François Ier, qui a été acquis par le Louvre en 2018. Et depuis, on a pu faire ces identifications géographiques, mais pas sur cette bague. Bien qu'encore une fois, l'hypothèse la plus probable, c'est sans doute saphir birman. Est-ce qu'il paraît bon? On le voit bombé. Est-ce qu'il est bombé? Non, c'est un effet de l'éclairage. Moi, je suis allé récemment au musée de la vie romantique. Il n'est pas exposé en permanence, cette bague. Je ne sais pas, je suis allé il y a 2 mois, quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas vu ou alors je l'ai raté. Alors, je sais qu'ils ont fait une restauration. Ça a été fermé quelque temps, donc je ne sais pas s'ils l'ont remis en place ou pas. Qu'est-ce que tu veux? Vous avez beaucoup parlé de la pierre centrale, mais les diamants là, qui ne réagissent pas tous pareil aux UV, c'est pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas taillés de la même façon? Non, c'est également des caractéristiques intrinsèques au diamant, c'est-à-dire qu'il y a des défauts dans les diamants. Alors, ce ne sont pas des défauts de qualité. Encore une fois, le terme de défaut qu'on utilise en minéralogie ou en cristallographie, ce sont des défauts cristallographiques, c'est-à-dire des anomalies, c'est-à-dire par exemple des lacunes en carbone, c'est-à-dire lors de la croissance du diamant, eh bien, il peut y avoir des sites cristallographiques où il manque un carbone, ou souvent des associations d'azote. Et quand je dis azote, ce n'est pas le gaz azote, mais c'est bien l'atome d'azote, ou l'ion azote, si vous voulez, associé avec des lacunes. Et tout ça constitue ce type de... Donc en général, les fluorescences bleues, c'est plutôt 3 azotes associés à une lacune. Mais c'est intrinsèque au diamant et ce n'est pas une caractéristique de gisement. Ce n'est pas une particularité qu'on peut retrouver. C'est-à-dire dans un même gisement, on peut trouver des fluorescences très diverses.
La plupart des fluorescences sont bleues, c'est ce type de défaut-là, qu'on appelle N3, et il peut y avoir d'autres types de défauts, avec du nickel, avec du bore, etc. Et si cette bague vient de Saxe, donc de Dresde, où il y a aussi beaucoup de bijoux exposés à Dresde aussi, est-ce que vous êtes allé y faire un tour? On connaît la collection. Il y a eu un vol récent d'ailleurs d'une partie. On va finir par vous, par vous soupçonner. Ouais. Donc, non, 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 oui. Non, non, enfin, on connaît comme tout le monde cette collection, mais on n'a pas eu accès à cette collection dans le cadre d'une analyse. Tout à fait, vous avez raison, c'est un des plus fameux diamants. Tout à fait, tout à fait. Un diamant vert. De toute façon, le musée est très beau, le palais est très beau. Et je vais être un petit peu polémique. Il y avait combien de faux bijoux dans la couronne de la Vierge de Fourvière? Il n'y avait aucune fausse pierre. Alors, fausse pierre, ça voudrait dire, qu'est-ce que ça veut dire fausse pierre? Est-ce que c'est une imitation? Est-ce que c'est des simulants? Ou en général, quand on dit faux, c'est du verre, hein? Alors, les diamants sont tous vrais. Toutes les pierres de couleur sont vraies également, sont des vraies pierres. Il y a juste eu des caractéristiques, ça, on pourrait faire une conférence à part, parce que véritablement, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a eu simplement des grenats de couleur rouge qui ont été associés avec des rubis. Alors, juste une chose, pour ceux qui ne connaissent pas cette pierre, il s'agit des dons de Lyonnais, hein. C'était des bijoux que les Lyonnais ont donnés pour cette fameuse couronne. Donc on retrouvait tout un ensemble de bijoux, pas forcément, comment dire, appairés, enfin chacun, hein. Donc il y avait des grandes différences, mais il n'y avait pas du moins de faux ou quel que soit le nom. Non, mais parce que c'est ce qu'on entend des fois, c'est pour ça que je posais la question. C'est pas moi, j'avais aucune idée sur la question, mais j'ai déjà entendu ce genre de bruit circuler. Attendez 2 secondes. Il n'y a pas longtemps. Oui. 2017, je crois. 2017, il me semble. Oui, 5 ans. Juste en effet, donc on n'a vu aucune pierre fausse, c'est-à-dire du verre qui a été utilisé pour cette couronne. Par contre, il y a une bague épiscopale sur laquelle on a identifié. En fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est de trouver des choses bizarres, anormales. Et dans cette bague épiscopale qui est censée avoir une améthyste, hein, vous savez que c'est la couleur violette donc des évêques, eh bien, il s'est trouvé que c'était un saphir, mais synthétique. Est-ce que vous pouvez donner la définition des pierres synthétiques, du rubis synthétique qui était assez utilisé aussi à la fin du 19e ou début du 20e? Voilà, début 20e. Oui. Alors, synthétique, ça veut dire tout simplement, c'est des vraies pierres, mais fabriquées en laboratoire. Et entre autres, fabriquées par la méthode Verneuil et développées par l'entreprise Gieva qui était également sur Lyon ou sur Villeurbanne et qui a développé, puis après dans les Pyrénées, et qui maintenant se trouve en Suisse, à Montaix, et qui fabrique des pierres vraies, des vrais saphirs, des vrais rubis synthétiques, c'est-à-dire artificiels. Mais ce sont des vrais. C'est là, ce sont pas des imitations, c'est pas des imitations, c'est pas des simulants. Ce sont bien des vrais au niveau chimique. Simplement, ils ont été fabriqués dans un laboratoire. Et ils servent à l'horlogerie, je suppose. Oui, et ils sont bien sûr rendus. Ces pierres-là sont utilisées dans l'horlogerie pour faire les pivots de montres, tout à fait, oui. Ah non, bien sûr que non. Non.
Est-ce que vous avez pu déterminer lors des tests si le saphir avait été traité ou non? Il a, à vrai dire, vous avez vu, ben voilà, vous voyez ici la surface, vous voyez la surface du saphir à paillon. Hein, donc vous voyez là, il apparaît en lumière réfléchie, extrêmement sombre, extrêmement opaque, et vous voyez que la surface n'est pas très belle. Donc on ne peut pas voir les inclusions à l'intérieur. Donc a priori, il n'a pas été traité, thermiquement. Et la composition en éléments traces, fer, chrome, titane, il y en a un petit peu, mais du fer, il n'y en a pratiquement pas, laisse penser qu'il n'a pas été traité. Naturel, non traité. Mais encore une fois, pour pouvoir voir qu'il n'ait pas été traité, il faut qu'en effet qu'on puisse voir des inclusions, des inclusions naturelles, entre autres par exemple des aiguilles de ce qu'on appelle des soies de rutile, non altérées par la haute température. Et là, il n'y a pas véritablement d'éléments pour pouvoir le dire, mais il n'a pas été traité. Une autre question? Une pièce superbe. Alors en fait, le rubis n'est pas un rubis. Et apparemment, il est en assez mauvais état. Il a beaucoup vécu. Et d'autre part, les diamants sont des diamants jaunes. Ça peut être fait volontairement. Mais quand on parlait tout à l'heure de la collection qu'il y a à la voûte verte à Dresde, là, il y a un nombre de diamants de toute taille parfaitement, disons, blanc-bleu. Et on se dit donc c'est pas la même, on joue pas dans la même catégorie. Donc finalement cette bague elle est très déroutante. C'est un souvenir intéressant pour la vie de George Sand, mais en même temps ça ne permet absolument pas de se faire une idée de ce que pouvait être, disons, la vie de famille au sens de faire passer d'une aïeule à une petite fille une bague dont on aurait pu espérer que c'était peut-être, je ne sais pas, un cadeau au départ de Maurice de Saxe, ou ne pas oublier que la création de la voûte verte est de la même époque. Donc là, finalement, tout à l'heure, on se posait la question du coût, enfin, ou du prix plutôt, d'un tel bijou. À mon avis, il ne vaut pas un clou, quoi. Enfin, elle descendait par la main gauche, hein, quand même. Non, c'est pas... Mais ça me fait penser aussi à une autre analyse, c'est la bague de couronnement de l'impératrice Joséphine aussi. On peut s'imaginer, on parle de Napoléon Ier, on parle du sacre de Napoléon Ier, et la bague, enfin, si elle est authentique, hein, elle est loin d'être impressionnante. Elle est conservée, celle-ci, à Malmaison, hein, et la pierre a été remplacée. Et on s'interroge si c'est réellement la bague du couronnement. Et on s'attend aussi à une pièce magnifique, c'est pas le cas. Alors après, est-ce qu'elle vaut pas un clou? On n'ira pas jusque-là, mais voilà. D'accord. Et d'après vous, est-ce que cette pierre a été bien taillée? Bien comme il faut Il s'agit de taille ancienne, mais bien taillée, je sais pas. Tout m'apparaît forcément symétrique. Vous voyez ici quelques-unes des facettes. Vous voyez quelques-unes des facettes qui apparaissent. C'est pas une taille extraordinaire. Non. La pierre n'est pas extraordinaire non plus. Donc autrement dit, l'intérêt de cette bague-là, c'est le fait qu'elle ait été possédée par George Sand, le fait qu'elle en parle dans ses mémoires, le fait que simplement dans son souvenir de petite fille ou de jeune fille, eh bien qu'elle a été offerte par sa grand-mère, etc. Et la bague du couronnement de Joséphine, je peux vous dire, il y a une rayure, mais
c'est un grenat d'ailleurs. C'est un grenat extrêmement rayé. Et bien entendu, comment on appelle ça, les conservateurs ne s'étendent pas sur les défauts d'une pièce dont le propriétaire ou la propriétaire ait une grande renommée. Mais il se trouve en effet que ce ne sont pas des bijoux d'exception. Que ça ne vaille pas un clou, je n'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que ce ne sont pas des bijoux d'exception. Une dernière chose sur la taille, pour être tout à fait juste par rapport aux différentes appellations, on parle de taille ancienne hein, pour les diamants. Sur les écrits anciens, on parle de brillant, hein, qu'on soit bien d'accord. Aujourd'hui, on appelle brillant la taille moderne. Voilà, hein, pour tout le monde. Hein. Voilà, taille ronde. Attends, moi. Alors brillant, c'est une taille. Vous avez différents types de tailles. Oui, donc on a des diamants, qui est la matière brute à l'origine. Quand on le taille en brillant qui est rond, ou on le taille en brillant de forme navette, de forme marquise, de forme ce que vous voulez, poire, etc. Alors vous pouvez avoir des tailles anciennes rondes aussi. Hein. Oui, bien sûr. Oui, et on oui, parlera oui. plus de brillant dans ce cas-là. Donc voilà, c'est encore autre chose. Mais là, c'est déjà des tailles dont la table a été coupée, parce que la véritable taille ancienne est encore beaucoup plus haute, antérieurement à cette date. Non, on est dans les premières, c'est l'époque des premières tailles anciennes. Hein, c'est tout à fait caractéristique. Elles sont pas rondes. On voit ça dans Diderot les décrit assez bien hein, dans l'encyclopédie. C'est ces tailles-là. C'est ces tailles-là. D'accord. Je fais du sport. Hein. Et la bague, elle a été beaucoup portée, c'est-à-dire qu'elle est déformée, vous pouvez le voir, ça. Oui. On voit qu'elle a été beaucoup portée. Hein. Voilà, il y a des traces, le métal, on voit sur le métal, elle est pas en très bon état. Elle n'est pas en très bon état, il faudrait polir la pierre, voilà, c'est ainsi. Et le fait qu'elle soit pas dans le sens habituel, là, c'est classique, ça? Non. Non, ça, c'est pas classique. Non. C'était quand même une bague un peu particulière. Même si elle vaut pas le clou. Elle est partie. Ok. Une autre question pour la route? Non? Bon, mais merci beaucoup pour cet excellent exposé, très vivant. Alors là,